comme vient de le dire François Bonnet, c'est un succès. Le Hall Ouest est bondé, a craqué, comme ici même. Donc, selon les estimations des organisateurs, c'est 1300 au bas mot. Et comme vous savez, ça va, ça vient. En plus, immédiatement au moment où nous avons commencé, la pluie est tombée. Plutôt, s'est arrêtée. La tempête est tombée. Donc, je ne sais pas, hein, en ces temps parfois de laïcisme sectaire, je n'ose invoquer, moi qui ne suis... Voilà, mais en tout cas, les éléments sont avec nous. C'est une journée participative. Pendant que je circule d'un hall à l'autre, on me signale des associations qui auraient aimé prendre la parole. Je rappelle, hein, elle est sur Mediapart. L'ensemble de ceux qui appellent sont très nombreux. RESF 38, Collectif du Défilé des Tuiles, Collectif Villeneuve Debout, Atelier populaire d'urbanisme de Villeneuve. Je ne parle ici que des locaux. Le Centre d'information Interpeuple, Ensemble 38, membre du Front de gauche, le Collectif Jamais déchu de Lyon, le Centre culturel des musulmans d'Annemasse, le Théâtre Le Premier Sauvage, quartier populaire Mistral, le collectif citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui, les amis de Stéphane Hessel, la CGT Isère, Sud PTT Isère, section de Grenoble Métropole de la Ligue des droits de l'homme, Géo-Citoyenneté, l'Inter-Syndical Solidaire Isère, l'association France-Palestine Solidarité, les éditions du Tripadour, le CRI, Club de réflexion sur l'intégration, Déclic, Dialogue et concertation islamo-chrétien, PAC 38 pour une alternative à gauche, le pôle de renaissance communiste en France, la Confédération paysanne 38, Particité, notre ami de la presse en ligne, journal indépendant de l'agglomération grenobloise. Donc, il y a également l'association Allons Quartier FCP Grenoble-Villeneuve. Il y a également un assigné à résidence qui m'a contacté en rappelant comment il se trouve assigné à résidence à partir d'un ordre de perquisition anonyme du préfet de l'Isère qui le visait, car je rappelle ce qui a été changé entre la loi de l'état d'urgence de 55 et celle d'aujourd'hui. Dans l'état d'urgence de 55, c'était des activités qui étaient visées, qui supposaient donc une factualité du soupçon pour ces mesures administratives sans contrôle du juge judiciaire. Et là, on est passé du mot activité au mot comportement. Et le comportement, c'est un habit, c'est une parole, c'est une croyance, c'est de manière totalement arbitraire soumis à l'interprétation d'un État non seulement de police et de bureau. Et par ailleurs, c'est participatif. À la sortie, vous pourrez aussi trouver un tract d'un militant, d'un anonyme antiterroriste qui critique notre réunion. Mais le débat public est fait pour cela. Et donc, nous continuez à me signaler, si vous voulez, d'autres interventions. Ils ont dit non. Ils étaient 6 à tout de suite comprendre ce qui se passait. C'était déjà 5 de plus que pour le Patriot Act au tout début de l'erreur américaine. Un seul avait dit non à ce moment-là. Ils étaient 6. Nous les avons invités tous les 6. Nous ne donnons pas la parole à des partis politiques en tant que tels, mais à des personnes qui, y compris avec audace dans leur courant politique, ont tout de suite compris qu'il y avait des principes qui leur donnaient rendez-vous et qui les obligeaient à prendre date. Les 2 premiers à intervenir, ils ne peuvent pas être là tous les 6, et les 2 premiers auxquels je donne la parole tout de suite sont un député socialiste et un député écologiste. J'invite Pouria Amir Chahid, député des Français de l'étranger, socialiste, et Noël Mamère, député de Gironde, à venir nous rejoindre. Et je passe tout de suite la parole à Pouria Amir Chahid. Ah ben, c'est chaud ici. Bien. Cher Edoui et chers amis de Mediapart qui avaient organisé cette magnifique réunion, bravo et merci d'invitation et surtout bravo et merci à toutes et tous d'être là, mobilisés, présents physiquement et pour toutes celles et ceux qui nous regardent par Internet. Bravo aussi de votre mobilisation car c'est une démonstration qu'il s'agit pour nous tous et toutes de faire, c'est de montrer que dans ce grand moment où on invoque l'unité nationale, où on invoque la lutte unie de toute la nation contre le terrorisme,
il n'y a pas d'un côté la bonne vérité officielle d'un pouvoir qui se recroqueville sur lui-même, sur sa propre violence parfois, sur la seule chose qui lui reste dans les grands moments de panique, à savoir la verticalité de son autorité. Mais il y a aussi des citoyennes, des citoyens qui, en conscience, réfléchissent, s'interrogent, doutent, mettent en doute aussi la parole officielle et à tout le moins décident d'en débattre. Parce que c'est le propre d'une démocratie que d'en débattre. Que de savoir si oui ou non nous prenons le bon chemin face aux dangers du monde, face aux fracas qui nous entourent, aux désordres qui parfois nous inquiètent, mais dont nous savons que nous avons en nous-mêmes, dans notre pays, les armes les meilleures, les plus solides, les plus intelligentes, les plus anciennes peut-être, celles de l'intelligence, du débat argumenté, de la démocratie, de l'état de droit et de nos libertés. Alors, c'est avec plaisir évidemment que je suis venu ici accompagné de mes collègues, amis et camarades. D'autres interviendront, non pas du tout en posture de héros, absolument pas, mais parce que, ayant voté contre la prorogation de l'état d'urgence, je me suis évidemment interrogé à ce moment-là, non seulement sur ce qui en conscience m'a motivé, mais aussi ceux au nom de qui j'ai pris cette décision. C'est-à-dire vous toutes et tous, les citoyennes et les citoyens, qu'il était nécessaire aussi d'envoyer un autre signal que cet unanimisme sécuritaire est parfois nauséabond. Autant vous dire les choses tout de suite, moi j'ai fait partie de ceux qui, comme beaucoup je crois, du 13 au 15 novembre, plutôt approuvé l'attitude et les décisions de l'exécutif, y compris l'état d'urgence de 12 jours. 12 jours étant, à mon avis d'ailleurs, largement suffisant, car, rappelez-vous, le 13 au soir, nous avions des assassins qui couraient les rues, et que, il fallait sans doute peut-être se donner les moyens de les interpeller. Mais dès le 16 novembre, mon regard a changé, je l'ai dit récemment à l'Assemblée nationale lors de l'ouverture vendredi de nos débats sur la réforme constitutionnelle, glacé par le discours présidentiel à Versailles. Car le discours présidentiel de Versailles est un bloc qui intègre évidemment la révision constitutionnelle et l'inscription dans le marbre de l'état d'urgence dont je dirai un mot, mais parle aussi de la déchéance de nationalité, bien que, contrairement à ce qui a été dit, François Hollande n'en ait pas fait une promesse de révision constitutionnelle. Deuxième reniement. Et enfin, troisième élément de son discours, tout un volet policier qui vise, on le verra dans le débat pénal qui suivra le débat constitutionnel, vise à déséquilibrer, et en tout cas aura pour conséquence de déséquilibrer encore un peu plus notre état de droit. Ce qui s'est passé ce 16 novembre a eu évidemment des conséquences parce que cela s'est traduit d'abord par la décision de proroger l'état d'urgence. Je ne connais pas pour ma part de démocratie moderne. J'entends bien que notre histoire est mouvementée et que souvent nous avons eu à modifier notre constitution dans des périodes troubles. Mais dans une démocratie apaisée, dans une démocratie dite libérale, je ne connais pas de démocratie, de pays, d'État qui accepte ainsi de modifier sa loi fondamentale en plein état d'exception. Et qu'à aucun moment le gouvernement et l'exécutif n'aient voulu répondre à cet argument, qui est un argument de droit, un argument de raison, m'a beaucoup inquiété et je crois inquiéter beaucoup de nos compatriotes. Car on a vu poindre à ce moment-là le gouvernement de la peur, qui fige la société, qui l'assigne d'une certaine façon à résidence, ne cessant sans cesse de répéter que nous sommes entourés de toute une série de dangers, d'armes chimiques par-ci, d'attentats potentiels par-là, d'attentats déjoués, c'est sans doute vrai d'ailleurs, ici ou ailleurs. Sans qu'à aucun moment nous nous interrogions non seulement sur notre capacité réelle dans le dispositif de sécurité existant et parfois dysfonctionnant à lutter contre le terrorisme, mais aussi sur nos propres failles. Et Louis Plenel a parlé tout à l'heure de notre politique étrangère. Il faudrait bien qu'on en parle. Mais je voudrais parler ici de nos failles intérieures, celles qui font que des enfants de la République basculent dans l'assassinat, dans le terrorisme, pour plein de raisons que visiblement Manuel Valls ne veut pas entendre, car les sociologies, les sciences sociales lui font peur, mais qui pourtant existent, sont sérieuses, sont graves, et ne relèvent pas d'ailleurs que de la sociologie ou des problèmes sociaux, bien qu'ils existent.
parfois de pathologie mentale, ça aussi, ça fait partie des sciences sociales. Et puis aussi de quelque chose de puissant, qui est peut-être le point commun de tous ceux qui basculent. Ça s'appelle l'humiliation. L'humiliation, c'est profond, vous savez. Ça vous amène vers des graves violences. Ça n'excuse rien. Mais il faut le comprendre, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer, n'en déplaise au Premier ministre, pour pouvoir ensuite agir. L'humiliation, ça peut, et vous le voyez dans certains cas qui sont racontés, perturber et faire basculer des gens qui sont très diplômés, qui sont intégrés, comme on dit, et qui ne donnent pas de signes apparents de, marginalité sociale. Il suffit de lire les témoignages du juge Trévidic, par exemple, pour s'en rendre compte. Et je suis très inquiet de voir que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers les assignations à résidence, non seulement qu'elles ont débranché la justice, comme ça a été dit, non seulement qu'elles n'ont donné quasiment aucune assise probante à la lutte antiterroriste, car il n'y en a eu que 5 sur les 400 assignations et 3000 perquisitions, mais elles ont produit dans beaucoup de témoignages des sentiments d'humiliation très graves. Car il est permis sans doute toute une série de choses à la police, mais pas forcément d'arriver, de pointer son arme, de mettre tout de suite les menottes et de le faire devant tous les membres de la famille. C'est pas forcément... l'état d'urgence, l'assignation, c'est pas forcément simplement un mot comme ça. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, voyez-vous. Je pense qu'il faut toujours être prudent et précautionneux avec les gens, même quand ils sont suspects, et même quand ils sont suspects de peu de choses, car on a vu que dans beaucoup de cas, sauf 5, ils étaient parfois en matière de lutte antiterroriste, ils n'étaient pas toujours suspects des choses aussi graves dont on a bien voulu les accabler. Et quand c'était le cas, j'attends toujours de savoir pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de suite judiciaire. Car si on veut vraiment être efficace, il faut être en capacité de donner une suite judiciaire à ce qui a été découvert par la police. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Nous sommes entrés donc dans une période de révision de la Constitution en plein état d'urgence, prolongée, nous a-t-on annoncé. J'espère que nous serons, et je ne doute pas que nous serons beaucoup plus nombreux cette fois-ci à nous y opposer, à cette peur qui fige, à cette absence de réflexion, cette injonction d'une certaine façon qui nous est faite, qui vous est faite, à ne pas réfléchir, et puis à essayer d'aller un peu au-delà de ce qui doit fonder une politique. Et je dirais 2 mots. Le premier, c'est qu'il est général, principiel. Le deuxième, il est plus concret. Le principiel, il a affaire à la Constitution elle-même. Et je nous invite tous à réfléchir à ceci, qui est que lorsqu'on modifie une Constitution, évidemment, comme le disait Montesquieu, on doit le faire la main tremblante. Ça n'a pas l'air d'être le cas de ceux qui nous gouvernent. Mais moi, je tremble toujours avant un vote aussi important, même si je suis résolu et assez assuré de celui que je vais faire. Mais sur la base de quoi nous font-ils voter? D'un principe qui a été évoqué à plusieurs reprises par le Premier ministre lui-même. Je vous le cite, car c'est un vieux slogan de Jean-Marie Le Pen. La sécurité est la première des libertés, érigée en principe constitutionnel. En principe. D'autres l'ont dit. Or, je nous invite collectivement à cette réflexion. D'abord, c'est la liberté qui est notre première des sécurités. C'est parce que nous sommes en liberté que nous sommes en sécurité. C'est parce que nous sommes en liberté que nous ne sommes pas inquiétés de nos opinions. C'est parce que nous sommes en liberté que nous ne sommes pas, comme dans d'autres dictatures, inquiétés, obligés de se cacher. Ça peut paraître général, mais enfin on parle de principe. Mais je voudrais surtout dire, comme l'a dit Jean-Marie Delarue, qu'en matière de liberté, il n'y a pas de hiérarchie. La liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, la liberté de nous réunir, toutes nos libertés, elles se valent, mais surtout la sécurité, la sûreté plus exactement, n'en est pas une, ne figure pas dans cette liste. Elle n'en est que la condition. Quelle grande confusion pour des républicains, dépositaires des Lumières et de l'histoire des Lumières, que de mettre la sûreté qui n'est que la condition de tout le reste au rang des libertés qui, elles, sont des principes fondamentaux et sacrés de notre République et de notre Révolution française. Là se situe sans doute philosophiquement la grande régression qui place ce qui procède pourtant du camp progressiste
dans le camp des néoconservateurs. Et pour finir, j'avais dit que je dirais 2 points, le deuxième est plus concret. On veut lutter contre le terrorisme et nos failles, très bien. On recrute de plus en plus de policiers, soit. De gendarmes, soit. Déjà, commençons par les mettre sur des investigations, des filatures. Ils seront sans doute bien plus eux-mêmes honorés et utiles qu'à être dans des gares ou autour de lieux publics. Beaucoup de policiers d'ailleurs le demandent et je juge eux-mêmes. Mais je propose la chose suivante. Dès lors que l'on crée et qu'il crée un poste supplémentaire dans la police, alors créons un poste supplémentaire, je dis bien supplémentaire, chez les éducateurs de rue. On en supprime aujourd'hui même dans la Drôme. Je vais prendre l'exemple de la Drôme, car le département est voisin. 42 éducateurs de rue, 24 supprimés. Ce sont les premières sentinelles, pas simplement de l'accompagnement de la veille, mais y compris, la police vous le dit, du renseignement de terrain. Ils repèrent, ils voient qui ne va pas bien. Je ne vous dis pas que les éducateurs de rue vont dire tout de suite à la police qu'ils ont en charge, loin de là. Mais voyez-vous qu'on est en train de fragiliser ce qui pourtant peut permettre demain d'empêcher des jeunes de basculer. Un poste de plus dans la gendarmerie, soit. Alors un poste de plus, je dis bien, dans l'éducation ou dans la culture. Car si on ne le fait pas aujourd'hui, maintenant, dans 10 ans, nous n'aurons tous que nos yeux pour pleurer. Il ne nous restera plus que ça. Car la situation va s'aggraver et ceux-là même, les mêmes qui aujourd'hui nous expliquent, petitement, bassement, avec une telle médiocrité, que tout va mal et que la seule solution est sécuritaire, viendront nous rechanter la même rengaine, avec exactement les mêmes arguments, les mêmes risques. Et il ne faut pas, c'est pour ça que je dis, être de ceux qui se contenteront d'avoir eu raison. Il faut tout simplement empêcher cela. Et c'est possible. Et ce genre de réunion, cette démonstration, autant physique que virtuelle, j'en suis certain, dès maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, nous le permettrons. À condition tout simplement de remettre ce qui est en train d'échapper au débat public et au droit, dont on a dit que l'arbitraire y avait été introduit en transformant l'interpellation sur la base de l'activité par l'interpellation sur la base du comportement, en remettant la raison là où d'autres, pour l'instant, ne veulent mettre que la frayeur et la peur. Et je suis sûr que nous y arriverons. Merci beaucoup. Merci pour Yann.